Et, voilà. OK? C'est parti. Super. Bonjour Cécile. Écoute, tu es l'auteur d'un de mes livres de référence. Je te laisse en parler, te présenter, nous expliquer ton parcours et ce qui t'a poussé à écrire sur ce thème. Bah, tout d'abord, merci Domi pour cette interview. Ça me fait plaisir de partager avec toi. Alors moi, je suis Cécile Gilbert. Je suis mariée. J'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, de 23, 21 et 18 ans, 2 garçons et une fille. Je suis consultante interculturelle. Je suis aussi coach d'expatriés et auteur. Et tout ça, c'est mon métier portable. J'ai fait un petit combo que je transporte dans ma valise au gré des expatriations. J'exerce depuis 17 ans maintenant et j'ai exercé dans plusieurs pays puisque je suis mon mari et que l'expat, c'est pas moi, c'est lui. Donc je connais bien cette position-là, mais je l'aime bien en fait. Ouais. Nous avons passé en tout 21 ans en expatriation. Nous avons vécu en Équateur, en Espagne, un peu en France, au Mexique, en Chine, encore au Mexique, au Brésil. Et là, nous venons de retourner en France depuis, nous sommes rentrés en France il y a un an. Voilà, et on pense bien repartir parce qu'on aime notre vie nomade. Le retour, on trouve ça super, dans la mesure où il y a peut-être un nouveau départ derrière. D'accord. Bah, écoute, c'est super. Alors moi, en tant que maman et orthophoniste, je me focalise bien évidemment sur l'éducation de mes propres enfants en priorité, mais aussi sur la rééducation du langage des patients qui me sont confiés. Et j'ai une phrase, en fait, qui me guide assez souvent quand je trouve que parfois c'est difficile. Il est toujours plus facile de construire un enfant fort que de réparer un adulte brisé. C'est Frédéric Douglas qui a dit ça. Et toi, dans ton livre, en fait, il y a un chapitre en fait, dans lequel tu nommes et tu expliques les dérives fréquentes des parents d'enfants expatriés. Parfois, on peut avoir trop d'attentes, on peut les surprotéger, ou être surimpliqué, ou faire des transferts, être un peu matérialiste, ou dans le dénigrement de certaines difficultés. C'est ce que tu décris un peu dans un des chapitres. Et ce que j'ai trouvé passionnant à lire d'ailleurs. Mais à la fin, j'ai envie de te dire, comment est-ce qu'on fait pour être un parent normal, entre grands guillemets? Et en quoi élever un enfant de la troisième culture te paraît spécifique? Moi, je crois que d'abord, le parent que l'on peut. Ouais. Euh, la parentalité, c'est un concept qui est bien individuel, qui est bien spécifique, hein. Et on est parent en fonction de sa personnalité, en fonction de son histoire, en fonction de ses goûts, en fonction de son parcours. Déjà, je pense que si on arrive à intégrer ça, on est aidé. On fait de notre mieux, parce que je pense qu'on fait tous de notre mieux pour nos enfants. Dans le cadre d'une famille expatriée, à moins que les parents eux-mêmes aient déjà été expatriés pendant leur enfance, on a une difficulté supplémentaire qui est d'élever des enfants qui sont fondamentalement différents de nous. Ce sont des enfants qui ont des valeurs culturelles qui ont été transmises par leur environnement qui ne sont pas forcément les nôtres, qui parlent des langues souvent très bien que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc, moi, je crois qu'un enfant de la troisième culture n'est pas forcément plus difficile à élever. Je pense qu'il est juste différent. Il n'est pas dans le cadre normal. Pour se sentir en phase à la fois avec l'éducation que l'on souhaite donner, les attentes que l'on a, et puis la réalité de leur vie, qui n'est pas une réalité classique, on peut avoir une approche ouverte et se rendre compte qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, une seule façon d'éduquer ses enfants. On peut modérer ses attentes. Quand je parle des dérives des parents expatriés, c'est souvent parce qu'il y a des attentes immodérées, un petit peu exagérées. Donc, modérer ses attentes vis-à-vis de ses enfants et surtout leur laisser du temps. Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux gens que je rencontre. Je rencontre beaucoup de parents qui sont inquiets, puisqu'on parle de langue, parce que leur enfant de 3 ans ne parle pas bien. Mm. Des parents expatriés, il a 3 ans. Mm. Donc, à chaque étape, c'est peut-être important de prendre du recul, de prioriser ses attentes, éventuellement de s'interroger, bien sûr, comme je l'ai fait moi-même quand mes enfants étaient petits. On n'est pas obligé non plus de s'inquiéter de leur transmettre nos angoisses. Mm. C'est clair. Alors, j'ai régulièrement les mêmes parents qui arrivent. Et c'est vrai que je rebondis juste sur sur l'exemple que tu cites de l'enfant de 3 ans qui ne parle pas bien ou un peu en décalage. Moi, je dis souvent aux parents, vérifiez peut-être l'audition, tout simplement. Est-ce que votre enfant entend bien? Et vérifier que les prérequis soient bien en place.
Et après, effectivement, pas leur transmettre nos propres angoisses et puis Voilà. avancer, l'aider comme on peut, en fait. Hein. Ça, et puis il y a un élément qui est très important dans la troisième culture, enfin des enfants expatriés qui changent régulièrement de pays, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque changement de pays, à chaque transition, l'enfant redémarre à zéro. Bien sûr. Donc, ils sont dans une période de construction de la personnalité, d'acquisition de compétences linguistiques, d'acquisition de compétences culturelles. Et c'est normal que ces transitions retardent le processus. En fait, moi, je dirais que la régression fait partie de l'enfance expatriée. Mhm. L'important, c'est de l'accompagner, de la comprendre, de l'accepter et de se rendre compte que l'évolution d'un enfant de la troisième culture est tout sauf linéaire. Ah, ça, c'est clair. L'évolution des enfants, le développement des enfants en règle générale n'est pas linéaire, mais là on pourrait dire que c'est encore plus marqué. Les avancées, les régressions, les avancées, les grandes régressions qu'il peut y avoir parfois. C'est clair, on est bien d'accord. Et bien justement, ça nous amène au thème suivant, en fait. Dans ton livre aussi, tu exprimes très bien et tu parles des chagrins non résolus et des pertes non quantifiables. Comment, en tant que parent, en fait, on peut gérer ça quand on en prend conscience pour soi-même ou pour son enfant? Parce qu'on parle beaucoup des blessures d'enfance, etc., qui nous culpabilisent un peu parce qu'en fait, on se dit, mais mince, ça va créer un adulte peut-être frustré ou pas tout à fait pleinement épanoui. Comment on fait, en fait, pour que ces blessures d'enfance, pour les accompagner, en fait? Comment on fait? Alors, ce qui est vrai, c'est que déjà, nous, en tant qu'adultes, expatriés ou pas, on a tous la nostalgie de certaines périodes de notre vie, on a tous encore des douleurs latentes de certaines séparations ou de certaines ruptures. Ce qu'il faut se dire, c'est que ces enfants de la troisième culture, ils ont enchaîné ces ruptures et ces séparations parce qu'ils quittaient un lieu ou parce que d'autres personnes quittaient le lieu où eux vivaient. Moi, je dirais, je le dis souvent d'ailleurs, ils sont surdosés en matière de rupture. C'est clair. Ça peut être un ami qui part à l'autre bout du monde, mais ça peut être aussi un voisin qui déménage, un prof qui change en cours d'année, une cabane qu'on ne reverra plus parce qu'on déménage, une odeur qu'on ne sentira plus jamais de sa vie, des choses aussi fines qu'une odeur ou une saveur. Ou voilà. Et les séparations à cet âge-là, dans le cadre de la multi-expatriation, elles sont perçues comme définitives. Quand on part du Guatemala pour aller à Singapour, eh bien on se dit que non, plus jamais on va sentir la même odeur de la papaye, etc., ou la manger. Quand on parle de chagrin non résolu, ce sont toutes ces pertes qui n'ont pas été identifiées sur le moment. Et c'est très diffus, comme par exemple la perte d'un statut, celui d'étranger. Quand on rentre en France, on perd le statut d'étranger. C'est quelque chose de très immatériel. La perte d'une langue qu'on a apprise, qu'on aime et qu'on ne reparlera plus. Notamment quand on apprend la langue locale, et qui est parfois un peu particulière. Toute la perte des possessions, puisque quand on déménage, on fait un tri, il y a des choses qu'on emporte, des choses qu'on laisse. La perte d'un animal qu'on a dû laisser aussi, la perte d'un style de vie. Quand on est expatrié, on a parfois un style de vie, et notamment dans le cadre du retour en France, on perd ce style-là. Ça, ce sont des petites pertes qu'on n'identifie pas forcément, et qui, quand elles sont mal ou non identifiées pendant l'enfance, peuvent donner des fragilités à l'âge adulte. Donc, moi, mon conseil, ce que je crois profondément, c'est qu'avant de quitter un pays, il faut faire le point avec eux sur ces pertes-là, pour éviter ces chagrins non résolus à l'âge adulte. C'est-à-dire nommer toutes ces choses immatérielles qu'on va laisser, les nommer, en parler, les analyser, accueillir les émotions qui en découlent quand on est parent, et même si cela n'aide pas la perte en soi, ça permettra quand même d'en reparler plus tard, parce qu'elle a été formulée sur l'instant. Et puis après, c'est vrai que ça, c'est des conseils que je donne souvent, il y a tout un tas de choses aussi. On peut, dans les dernières semaines, entre guillemets, avant de déménager, prendre plein de photos, faire des fêtes de départ. Oui, bien sûr, il y a tout ça. Moi, ce que je donne souvent comme conseil, parce que ça marche aussi très bien, c'est retourner sur les lieux de vie, pas forcément dans tout le pays, mais retourner sur les lieux emblématiques. Le premier restaurant où on a été, pourquoi pas aller revoir l'hôtel où on a dormi pendant 15 jours en arrivant, refaire la première balade qu'on a faite. Et ça marche avec les enfants, ça marche très bien avec les adolescents aussi. Avec les adultes aussi, tout et simplement. avec les adultes, pour nous bien sûr, mais les adolescents qui rechignent un peu, non, pas retourner, faire... Ben si, retournons faire ensemble cette balade-là qu'on a fait il y a 4 ans quand on est arrivé.
C'est chouette, hein, c'est clair. Et alors, moi, j'ai envie de te dire aussi, comment expliquer simplement aux amis ou à la famille qui sont restés en France ou dans le pays d'origine, aux profs, aux thérapeutes ou à toutes les personnes de l'entourage qui ne sont pas nécessairement formés au concept d'enfants de la troisième culture ou qui n'en ont jamais entendu parler, pourquoi nos enfants ont parfois des particularités parce qu'effectivement, ils peuvent réagir de manière un petit peu étonnante ou ils peuvent être parfois en décalage. Donc, comment expliquer ça aux gens qui ne connaissent pas en fait ce concept? Alors, par expérience professionnelle et personnelle, ne pas expliquer. D'accord. Faire le coaching, c'est-à-dire poser des questions. Et dire, demander aux grands-parents, à l'enseignant avec qui on est, est-ce que vous connaissez la troisième culture? Alors, 90% ils disent non, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous connaissez, vous sauriez expliquer un petit peu les bénéfices d'une enfance expatriée? Alors là, ça vient tout seul. Oh ben, les enfants expatriés, ils sont débrouillards, ils sont ouverts, ils sont multilingues, ils sont tolérants. Alors là, bon, il y a plein de... Voilà, plein d'éléments qui sortent. Et puis, poser la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que vous connaissez les défis des enfants expatriés, des enfants de la troisième culture? Alors là, ben, la réponse, c'est le manque de racines. Ça vient. Ensuite, il y a un gros blanc. Oui, j'imagine assez Et là, volontiers. et là leur parler de l'instabilité de leur socle culturel, leur parler de la douleur des séparations récurrentes, leur parler de la difficulté à s'identifier à un seul environnement ou alors à un environnement qui est homogène, puisqu'ils ont souvent vécu dans des environnements hétérogènes, de leur parler de la difficulté de rester sans mouvement, que ce soit physiquement ou mentalement, de leur parler de la réconciliation de toutes ces valeurs auxquelles ils ont été exposés, toutes ces valeurs culturelles, et qu'il faut que finalement ils réconcilient ensemble. Et en fait, une fois qu'on a parlé de ça, on débouche sur une conversation qui est souvent constructive avec les grands-parents, avec les enseignants. D'abord parce que ce n'est pas juste « j'ai expliqué quelque chose », c'est « je vous ai demandé votre avis, qu'est-ce que vous savez sur cette troisième culture, sur les enfants expatriés, et puis tout ce que vous ne savez pas ». Et là, on débouche sur quelque chose de très constructif. Et ça marche très bien. Oui, j'en ai aucun doute. Mais plutôt que d'expliquer, de dire voilà, la troisième culture, c'est ça, etc., ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Impliquer l'interlocuteur, ça marche toujours mieux. C'est clair. Alors, tu écris en ce moment un livre sur les adultes de la troisième culture. J'ai déjà vraiment hâte de te lire, tu le sais d'ailleurs. Moi, mon petit cas personnel, c'est que je vais être mère de 4 adultes de la troisième culture et probablement, là je suis vraiment en train de transposer dans le futur, mais probablement future grand-mère aussi de petits-enfants de la troisième culture. Quel conseil est-ce que tu me donnerais à moi personnellement, mais à tous ceux qui nous regardent et qui sont dans la même situation que la mienne, pour rester sur la même longueur d'onde, dans tous les sens du terme, que nos enfants, une fois qu'ils sont sortis du nid, qu'ils sont sortis de ce petit cocon, entre guillemets, de l'expatriation en famille? Parce que ça n'a qu'une durée, en fait. Une fois qu'ils partent à l'université, et puis ensuite, quand ils sortent du nid et qu'ils font leur choix pour eux-mêmes, de partenaires, de travail, etc. Comment ne pas les stresser, entre guillemets, non plus, en leur faisant prendre conscience aussi de leurs possibles futures faiblesses et forces? Ça marche ensemble. Alors, le premier élément, le premier conseil, je dirais continuer à les accompagner et pendant un sacré bout de temps. Parce que finalement, la famille expatriée, c'est une famille qui est fusionnelle. Et il faut bien se rendre compte qu'elle est le seul pilier, elle est la seule référence pendant toutes les années d'expatriation. Le seul pilier inamovible, c'est la famille nucléaire. Donc, quand ils quittent le cocon familial, pour partir faire des études, ils ne quittent pas seulement leur enfance, ils quittent également leur cadre de référence, leur unique cadre de référence. Le seul qui n'a jamais bougé. Donc, il quitte quand même 2 choses très fortes à cette étape-là. Leur faire connaître la troisième culture. Leur faire connaître jeunes, avant de partir, pour qu'au moment du départ, ils se rendent compte effectivement de tous les bénéfices qu'ils en ont tirés, mais aussi de tous les défis qu'ils vont devoir relever.
Et J'aime ce mot de défi plutôt que de fragilité, parce que défi, c'est extrêmement positif, en fait. Il y a le côté challenge, oui, mais après, ça dépend comment c'est vécu. Certains le vivent comme une fragilité. Et à ce moment-là, le tout est de le transformer en défi. Un défi, ça se relève. C'est quand même plus constructif, effectivement. Mais leur faire connaître cette troisième culture, je dirais, avant le départ de la maison. Mhm, Qu'ils soient conscients. C'est leur état, c'est leur culture. Au moins qu'ils l'aient accepté. c'est clair. Un autre conseil serait au moment où ils quittent la famille nucléaire, en tout cas, de les encourager, en tout cas de faire en sorte qu'ils rencontrent d'autres enfants comme eux. Mhm. Et ça D'autres se fait enfants. naturellement, souvent, en fait, hein. Ça se fait naturellement, mais tout dépend où ils ont tout. Oh, ça, tu l'as tout ça sur l'écran? Non, non. Non, non. J'ai des choses qui arrivent sur mon écran, c'est pour ça. Ah, pardon, t'inquiète pas. Non, effectivement, ça se fait naturellement de rencontrer des enfants de la troisième culture. Ça se fait naturellement quand ils sont dans un environnement où il y Oui, en a. bien Mais sûr. ça se fait pas forcément. Un enfant qui a vécu toute son enfance en expatriation, qui rentre faire ses études en France, par exemple, hein, dans son pays Mhm. d'origine, dans une école classique, il n'aura pas forcément l'opportunité naturelle, en tout cas spontanée, de rencontrer d'autres personnes qui sont comme lui, enfants de la Ça, troisième c'est culture. clair. Et Mhm. ça, c'est important qu'il y ait une démarche volontaire au départ. Après, une fois que Mhm. la démarche a été initiée, ça se fait naturellement. Mais Mhm. il faut souvent une démarche volontaire et il faut parfois les encourager. Ils ne le font pas toujours de même. C'est clair. Alors, ma question suivante, et c'est d'ailleurs assez rigolo que ça se. Parce que là, cette interview se passe pendant qu'on est tous confinés à cause du coronavirus. C'est un peu le hasard des calendriers. Mais est-ce que tu penses que Internet et notamment les réseaux sociaux, tous ces moyens de communication en visioconférence, est-ce que tu penses que ça rend la vie des ETC plus simple ou plus difficile? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que bien évidemment, sur les réseaux sociaux, la vie des autres a toujours l'air paradisiaque. On a toujours l'impression de rater quelque chose, de ne pas être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et j'allais dire, quand on a 40 ans passés, on lit derrière ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais une de mes craintes de maman et une des craintes qui revient souvent auprès des gens que j'accompagne, c'est est-ce que vraiment les enfants réalisent bien que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux en France, en Asie, en Afrique, à l'étranger, à gauche, à droite, c'est la portion de la vie que les gens ont bien voulu rendre publique. Alors moi, déjà, je crois que c'est une grande chance, les réseaux sociaux. En confinement, en expatriation, qu'on soit adulte, qu'on soit jeune, c'est une grande chance. Il faut imaginer ce que c'était que d'être expatrié ou confiné il y a 50 ans. C'est clair. Je pense qu'on ne l'aurait pas vécu de la même manière. Non, c'est clair. Après, concernant le fait de voir toujours la vie des autres de façon plus positive que la sienne, etc., sur les réseaux sociaux, ça, je crois que c'est pas propre aux enfants de la troisième culture et c'est pas propre aux enfants Non, expatriés. c'est pour tout le monde. C'est propre à notre génération et à la leur, à cette génération-là. Et personnellement, je pense que plus on montre une vie idyllique sur les réseaux sociaux, plus on a de choses à prouver aux autres, donc Mhm. moins on a confiance en soi. Mhm. Après, c'est mon point de vue. Tu me demandes, c'est mon point de vue. Je pense que les gens qui ont une vie fantastique, hein, ils ne la mettent pas tous les jours sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord. Voilà. C'est Et clair. ça, c'est pas propre aux enfants, ni de la troisième culture, ni aux enfants expatriés. Je pense que c'est propre à l'ensemble des utilisateurs des réseaux sociaux. C'est clair. Mais je ressens la même chose, hein, d'ailleurs. C'est une des raisons pour lesquelles je te posais la question. Alors, toi, aujourd'hui, tu es coach trilingue en français, en anglais et en espagnol, et tu es créatrice de Géo Interculturel. Moi, ça me passionne, hein, tu l'auras senti. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer en fait comment tu aides les familles qui te contactent? Alors oui, bon, moi j'ai créé Géo parce que en fait, j'ai toujours eu plusieurs casquettes, j'ai toujours eu plusieurs activités. J'ai jamais réussi à me consacrer à une seule activité. C'est peut-être un peu mon défaut, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai créé Géo pour proposer l'ensemble de mes services aux familles expatriées. Alors, dans le cadre de Géo, j'anime des formations interculturelles, des formations au départ, des formations au retour, des formations spécifiques sur objectifs spécifiques, aussi bien pour les collaborateurs que pour les familles, des formations par pays également. J'aime bien me consacrer aux familles parce que ce soit l'expatriation, le départ en expatriation ou le retour d'expatriation, l'adaptation de la famille est le facteur clé.
Mhm. Ah bah, ça, c'est Rarement une clair. expatriation est un échec à cause du collaborateur lui-même, c'est souvent à cause de la famille. Donc c'est pour ça Mhm. que c'est un thème qui m'intéresse particulièrement. Mhm. J'anime des ateliers spécifiques sur des thèmes de la famille en expatriation, comme le multilinguisme, les enfants de la troisième culture, l'adolescence et l'expatriation, la gestion des transitions, qui pour moi est un facteur clé aussi, Bien sûr. le choc culturel, le conjoint, etc. Je propose aussi du coaching. Ça marche bien en expatriation, alors que ce soit du coaching avec le conjoint, parce que c'est une période fantastique de réorientation professionnelle. On manque parfois un petit peu d'éclairage ou de support sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on sait faire, etc. Mais c'est une période extraordinaire pour se renouveler, l'expatriation. Et puis, je coach beaucoup d'enfants et d'adolescents qui ont des problèmes d'intégration, qui ont des problèmes, rarement des problèmes d'ailleurs, souvent on va dire des obstacles à surmonter, d'intégration et d'adaptation. Et en fait, on s'aperçoit le coaching marche très très bien chez les ados, chez les jeunes, Mhm. parce qu'ils ont tout en eux. C'est beaucoup plus facile de tout faire émerger. On fait émerger, ils organisent un petit peu tout ça et ils sont rapidement dans l'action. Voilà. C'est Ça, génial. c'est un peu ce que je propose. Et puis après, je propose d'écrire. J'ai écrit mon livre Enfants expatriés, enfants de la troisième culture et le cahier d'activité Top Départ pour les 7-12 ans. Les livres sont traduits en anglais, en espagnol. Et puis là, effectivement, il y en a un qui est en préparation, un peu lent, à mon avis, au niveau de la rédaction, mais sur les adultes de la troisième culture. Eh ben, écoute, donc on peut se suivre encore longtemps, je pense. J'espère. Moi, Ben j'adore ce voilà. que je Alors, fais. est-ce qu'il y a... Pardon. J'adore ce que je fais, donc j'espère que ça va durer encore longtemps. Ben, il n'y a pas de raison, hein, c'est clair. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais partager avec ceux qui nous regardent, tout simplement? Alors, qu'est-ce que je voudrais dire à ceux qui nous regardent, qu'ils soient parents, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient adolescents, c'est profiter de l'expatriation. Que ce soit une parenthèse dans votre vie, que ce soit toute une enfance, profitez-en parce que l'expatriation, c'est une chance. Et entre la logistique, l'administratif, les périodes d'adaptation, d'intégration, les difficultés, en fait, on mesure pas tout le temps, on n'est pas tout le temps en train de mesurer la chance qu'on a. Et l'expatriation, c'est l'occasion de se redécouvrir. Et Mhm. ça, bon, on l'a avec ce confinement aussi, hein, une occasion de se redécouvrir et de redécouvrir C'est une sa... expatriation dans notre maison. Exactement, on est en expatriation chez nous, mais c'est exactement la même démarche. En expatriation, on redécouvre. C'est-à-dire qu'on n'a plus de certitude, on vit dans des schémas de pensée et des croyances qui sont bousculées en permanence. Et ça nous permet effectivement d'avoir un regard nouveau et puis finalement aussi de lâcher prise sur certaines choses qui ne sont pas si importantes. Donc, profitez-en et profitez-en. Je pense que c'est le bon mot de la fin. Profitons-en tous. Ouais, non, c'est prendre tous les bons côtés et peut-être lâcher un petit peu prise aussi sur les difficultés. Oui, et puis c'est souvent, en fait, on entend souvent dire mais la vie, c'est un chemin de vie, en fait, c'est pas une destination. Et souvent, en fait, quand on est amené à déménager plusieurs fois, et c'est valable même pour ceux qui déménagent de maison en France ou de ville ou de Bien sûr. quartier, peu importe, on se redéfinit et c'est souvent plusieurs mois ou plusieurs années après, en fait, qu'on réalise le chemin parcouru. Et donc, je pense que de documenter son expatriation, qu'elle soit en photo, qu'elle soit en souvenir, qu'elle soit par la collection d'objets ou peu importe, c'est vraiment c'est un processus, quoi, un chemin. Et on a toute une vie hein, pour Tout à vivre fait. tout ça. Donc voilà. Écoute, un grand merci pour ton temps. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant, mais je sais qu'en off, avant et après, malheureusement, on pourrait discuter des heures et des heures. Donc, Merci. j'arrête l'enregistrement. Ça Mais m'a fait merci à plaisir. toi pour ton temps, parce que je sais que confiné ou pas, le temps n'est pas toujours élastique. Donc, merci à toi pour tout ça. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Merci.